La troisième et dernière partie de ce diaporama a pour objectif d'évoquer le repérage et la conduite à tenir dès lors qu'on identifie un cas suspect. Si les personnes asymptomatiques jouent un rôle majeur dans la transmission du SARS-CoV-2 et justifient le respect des mesures barrières tout au long de vos journées de travail, quand vous prenez en charge des résidents, mais au-delà quand vous êtes en contact avec les collègues de travail, eh bien, il faut également que l'ensemble des professionnels soient sensibilisés à la présentation clinique de la maladie, à la caractéristique très polymorphe de la présentation de la maladie, pour que vous soyez en capacité de repérer ces cas suspects. Dans ce contexte, il est donc capital de rappeler que tous les professionnels sont concernés. Ce n'est pas simplement une problématique de médecin coordonnateur, d'infirmier ou cadre coordonnateur, ni de direction ou de service qualité. Tous les professionnels, et en particulier ceux qui sont en contact direct avec les résidents, jouent un rôle majeur dans le repérage au quotidien de tout signe inhabituel que pourrait présenter un résident et qui pourrait faire suspecter la Covid. Aucun signe clinique ne doit être négligé. Mais au-delà du repérage de tout cas suspect, il est important que chaque professionnel sache également quoi faire de l'information qu'il a pu repérer et transmettre cette information sur un signe inhabituel que présenterait un résident à quelqu'un de l'établissement qui va traiter l'information. Donc savoir comment passer l'info, quand passer l'info et comment, c'est absolument important. C'est pour cela qu'un circuit de l'information doit exister et les professionnels vont s'appuyer sur ce circuit de l'information qui doit être connu de tous pour ne pas perdre de temps à la transmission de cette information. Donc évidemment, tout cela se prépare en amont pour éviter toute perte de temps au moment où l'établissement est confronté à la gestion d'un cas suspect. Pour rebondir sur ce que je disais sur la diapositive précédente, il est donc important que tous les professionnels soient conscients que la présentation de la maladie est extrêmement polymorphe. Cette présentation est variable avec des signes plus ou moins caractéristiques. On peut avoir des gens complètement asymptomatiques ou paucisymptomatiques, c'est-à-dire peu symptomatiques, et ça peut aller jusqu'à la détresse respiratoire sévère. On peut avoir habituellement de la fatigue, un écoulement nasal, mal à la gorge, mal à la tête, de la toux, de la fièvre, mais également des symptômes digestifs à type de diarrhée, vomissement, mal au ventre, voire des pertes de goût ou de l'odorat, et certains ont décrit également des signes cutanés à type d'engelure, qui sont tout à fait inhabituels, notamment quand dehors il fait des températures relativement élevées. Donc attention, cette maladie a une présentation clinique extrêmement polymorphe et peut tromper finalement tout un chacun. Donc il ne faut négliger aucun signe, et je pense qu'il faut être vigilant en cas de doute quand un professionnel identifie un symptôme inhabituel chez un résident. Jusqu'à preuve du contraire, il faut considérer que c'est potentiellement lié à la maladie Covid et transférer en fait cette information-là, une fois qu'elle est détectée, aux personnes ressources identifiées dans l'établissement. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il faut du coup qu'il y ait une organisation qui soit huilée au niveau de la structure. C'est-à-dire que l'ensemble des professionnels est sensibilisé au repérage et à la détection des signes inhabituels. Tout cela parce qu'ils les connaissent et qu'ils opèrent au quotidien une veille attentive leur permettant d'écouter les propos des résidents et de les observer et de repérer justement ces symptômes anormaux, mais qu'ils soient également en capacité de transmettre ce signal aux personnes ressources identifiées de l'établissement, selon le circuit de l'information en fait de la structure. Donc ces personnes ressources, ça peut être le MEDCO ou l'IDEC ou l'infirmier du service. Tout cela en fait est préétabli et extrêmement bien codifié normalement au niveau de chaque établissement.
Et puis le transfert de ce signal par les personnes qui auraient repéré ces signes habituels, c'est pas le lendemain, le surlendemain, simplement à la relève. L'action, elle doit être immédiate. Donc ça veut dire que tous les professionnels, en fait, doivent être extrêmement réactifs, transmettre les informations, encore une fois, selon le circuit de l'information établi par la structure. Et la réponse, en fait, elle sera... c'est pas une réponse brouillon, là encore, c'est extrêmement codifié. Les personnes ressources de l'établissement pourront s'appuyer sur le CEPIAS quand ce sont des établissements médico-sociaux qui adhèrent en fait au dispositif des équipes mobiles d'hygiène de territoire, pourront prendre l'appui des infirmiers du dispositif des EMHT, tout cela pour les accompagner à l'investigation et à la maîtrise. Donc, tout cela, en fait, va permettre à un moment donné, du coup, de repérer, donc identifier, mettre en place, vérifier, ajuster les mesures barrières. L'objectif étant que on souhaite casser la chaîne de transmission, et ça fait écho aux premières diapositives en fait que l'on vous a présentées. Pour maîtriser un événement potentiel épidémique, on a différents leviers sur lesquels on va agir pour casser cette chaîne de transmission et limiter l'impact sanitaire. L'objectif de cette diapositive est de décortiquer finalement les différents acteurs qui sont impliqués dans le circuit du signalement. Il appartient au directeur, au MEDCO, à l'IDEC, en lien éventuellement, si cette ressource est disponible dans l'établissement, un référent en hygiène, d'organiser le circuit du signalement interne à l'établissement, informer les professionnels du circuit et il leur appartient de vérifier que tous les professionnels, y compris des professionnels qui interviendraient de manière ponctuelle dans l'établissement ou des intérimaires, vérifier que chacun de ces professionnels connaisse le circuit du signalement interne. Alors bien évidemment, ce circuit existe et on s'assure en fait de sa connaissance en amont de toute période épidémique. Et cela passe par de la formation, de la sensibilisation, lors de réunions de service, ça peut passer par des notes de service, ça fait partie de l'information donnée au moment de l'accueil de nouveaux agents. Tout cela pour s'assurer effectivement que tous les professionnels de la structure connaissent en fait ce circuit du signalement interne. Ensuite, et ça c'est ce que l'on disait précédemment, tout professionnel sensibilisé de l'EMS est en capacité au quotidien d'assurer cette veille, parce qu'il est lui-même sensibilisé à la symptomatologie, en particulier là pour ce qui nous concerne là tout de suite sur le coronavirus, de la maladie Covid. Donc il est en capacité de repérer tout symptôme anormal présenté par des résidents dont il s'occupe. Donc ça c'est pendant toute la durée de son poste, parce qu'il discute avec les résidents, parce qu'il les prend en soin, parce qu'il les observe, et qu'il est en capacité du coup de repérer quelque chose d'anormal. Et quand il repère quelque chose d'anormal, il est en capacité d'alerter quand il repère un symptôme inhabituel, et selon les modalités fixées par le circuit du signalement. Donc ça peut être soit oralement, soit par mail, soit par fax, soit par téléphone, enfin peu importe. L'idée en fait c'est que ça doit être sans délai, c'est-à-dire dès qu'on a repéré quelque chose d'inhabituel, d'anormal, eh bien on transfère ça à des personnes ressources de l'établissement. Ces personnes ressources-là, ça peut être l'IDEC, le médecin co en particulier, vont analyser cette information-là, essayer de comprendre ce qui se passe, s'assurer que les mesures barrières sont bien mises en place, voire signaler en externe cet événement-là s'il s'avère effectivement que c'est en lien en fait avec un cas de coronavirus. Donc ça, c'est extrêmement bien codifié, encore une fois, mais il est super important qu'en amont de cette deuxième vague, tout le monde reprenne, se réapproprie finalement ce circuit du signalement interne pour ne pas être pris de court si à un moment donné vous étiez confronté en fait à la gestion d'un cas suspect de coronavirus. Au final,
cette présentation et ces 3 parties qui se sont succédées sur la présentation de la chaîne épidémiologique, sur la présentation des mesures barrières qui sont directement liées en fait à la chaîne épidémiologique, et la 3e partie qui concernait l'identification, le repérage des cas suspects et le circuit du signalement. Tout cela fait partie de la préparation, fait partie d'un travail d'anticipation pour permettre aux professionnels d'être à nouveau sensibilisés et probablement de les réassurer dans leur pratique quotidienne. En tout cas, ce qu'il est important de garder à l'esprit, c'est que tous les professionnels sont concernés. On fait partie d'un circuit, d'une chaîne de transmission, et tout le monde a un rôle à jouer. Et tout le monde est, comment dire, directement associé à la maîtrise d'un événement infectieux. Donc, personne ne doit baisser la garde. Tout le monde doit mettre en place et respecter les mesures de prévention. Et c'est vrai que quand on connaît les enjeux, on applique correctement du coup les mesures barrières, on sait se protéger et on sait protéger les autres. Attention, on est à la lueur en fait de la première vague. C'est vrai qu'on réinsiste en particulier sur les périodes où vous ne voyez pas de résidents, les périodes dans les vestiaires, les périodes de pause, les périodes de prise de repas ou autres. Ce sont des moments critiques où vous tombez le masque, où vous n'êtes peut-être plus vigilant sur la distanciation physique, et ce sont des moments aussi critiques, ce sont des moments où le virus peut passer de l'un à l'autre. Donc, tous les moments, du moment où vous prenez votre pause au moment où vous quittez votre poste en fin de service, ne baissez jamais la garde. Voilà. Et puis la 3e partie, qui était hyper importante également, c'était de rappeler le repérage précoce de tout cas suspect, qui est hyper important pour vous permettre de donner l'alerte. Donc ensuite, cette alerte va être traitée par les personnes ressources de l'établissement. On mettra en place ou on ajustera des mesures barrières, l'objectif étant in fine de maîtriser une épidémie, ou si épidémie il y a, de limiter autant que faire se peut son impact sanitaire. Pour aller plus loin, si vous souhaitez d'autres informations ou retrouver des documents que nous avons pu construire et développer pour guider les établissements médico-sociaux, mais également d'autres structures dans le cadre de la prévention de la transmission croisée, et en particulier pour le coronavirus, nous avons un site internet, nous avons également une chaîne YouTube où vous pouvez avoir accès à différents tutoriels sur l'hygiène des mains, le port du masque, le port de gants, ainsi de suite. Donc l'accès en fait à ces différents outils est gratuit, vous pouvez les utiliser à outrance. Il y a également un site national prévention infection sur lequel vous pouvez également aller consulter des informations ou vous nourrir des informations, des documents qui y sont diffusés. N'hésitez pas à les utiliser et à aller les consulter. Si vous avez des questions par rapport aux différents points abordés dans le cadre de cette formation, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez sur la diapositive l'adresse électronique des 2 secrétariats du siège du CEPIAS à Besançon et de l'unité hébergée à Dijon. Sachez que l'ensemble des questions-réponses sont utilisées, valorisées et vont venir abonder la foire aux questions qui sera actualisée de manière hebdomadaire et téléchargeable sur le site du CEPIAS.